Très bien, les amis. Bon mercredi à tous. Je sais que Tulsi Gabbard vient tout juste d'être confirmée, et c'est évidemment une énorme nouvelle politique. Mais aussi, les amis, la Colleen Hoover vient de réactiver son compte Instagram, et apparemment, elle a supprimé toutes les photos avec Blake Lively. Et Ryan Reynolds, l'instituteur, vient tout juste de me contacter. En plus, il y a eu du mouvement dans leur affaire judiciaire, donc malheureusement, je suis vraiment désolée. J'ai le regret de vous informer que je ne peux pas être journaliste politique aujourd'hui, d'accord? Je dois suspendre les actualités politiques. Vous êtes venu ici pour la politique. Encore une fois, je m'excuse. Je vous ai déjà déçu, mais pour le reste d'entre nous, bienvenue à nouveau sur Candice. C'est comme si hier, je déballais toute une affaire. En France, c'est comme si je faisais la guerre au président français, essayant de révéler toutes les connexions. Aujourd'hui, je suis de retour à Hollywood, en train de faire à peu près la même chose. Pour ceux d'entre vous qui comprennent, la corruption reste la corruption. Le mal, c'est le mal. Et il faut s'y concentrer. Et il faut aussi qu'on arrête d'être aussi dispersés, à ne s'intéresser aux histoires qu'au tout début sans jamais aller jusqu'au bout. On doit retrouver le vrai journalisme d'investigation où les gens ne s'arrêteraient pas tant que le mal n'est pas éradiqué. Et cette histoire, évidemment, elle porte tous les signes révélateurs du véritable mal que nous devons tous éradiquer. Bon, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde de Justin Baldoni et Blake Lively. Évidemment, j'ai les infos de l'intérieur parce que je suis cette affaire de façon obsessionnelle. Alors, commençons par Colleen Hoover. D'accord, c'est l'autrice de It Ends With Us et tous les textos, emails, interviews, toutes les preuves publiques montrent qu'elle adorait littéralement Justin Baldoni. C'est elle qui lui a demandé en personne. Au départ, il ne s'impliquait dans ce projet que grâce au livre. Mais ensuite, c'est elle qui lui a demandé de jouer Ryle dans le film. Et tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Blake Lively. Droite. En fait, nous avions, et je pense que nous essayons toujours de le faire dans ce vieux clip d'elle discutant de l'incroyable Justin Baldoni parce qu'il ne voulait pas seulement entreprendre ce projet de livre, mais il était important pour lui de comprendre. Les lecteurs et les fans du livre ce qu'ils adoraient chez ces personnages parce qu'ils ne voulaient pas les décevoir en leur donnant vie. Seigneur, avons-nous pu y parvenir? Nous pourrons le montrer plus tard. Sinon... OK, parfait. Nous l'aurons bientôt. Et donc, quand vous regardez cet extrait et que vous voyez tout le travail qu'il y a mis et qu'il existe ces vidéos de lui assis à ses tables en train de parler à tous ses fans, vous vous demandez qu'est-ce qui a mal tourné pour que soudainement Colleen Hoover ne semble plus être de son côté, qu'elle se contente de marcher sur le tapis rouge en supposant qu'elle savait évidemment qu'il n'était pas là, qu'il était relégué au sous-sol. Et elle savait parfaitement qu'il ne faisait pas partie de toutes ces promotions. Eh bien, je ne cherche pas à excuser qui que ce soit, mais je crois désormais fermement, après avoir compris le mode d'abus préféré des Reynolds, que Colleen Hoover a, elle aussi, été victime de love bombing de la part du couple. Je pense que c'est ce qu'ils font. Je pense que Brandon Sklenar, Colleen, Channing Tatum, Isabelle Ferrer, tout le monde a été victime de love bombing. Ils isolent la personne qu'ils veulent détruire. Dans ce cas, c'était Justin Baldoni. Et puis, ils sont exactement le contraire. Incroyablement étonnant et gentil, il offre toutes sortes de cadeaux de premier ordre aux personnes qui entourent la personne qu'il essaie de cibler. Oh, Lise Plank. Oh, pourquoi ne participerais-tu pas à ce documentaire aléatoire? Oh. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes tout simplement de bonnes personnes, même au sommet. Nous sommes de bonnes personnes. Nous voulons t'aider. Et bien sûr, il y a ici une certaine ironie sombre. Colleen Hoover a écrit ce livre sur la maltraitance, mais semblait incapable de percevoir les abus qui se produisaient juste sous son nez. Donc, elle a, sans le vouloir, j'espère, participé à tout cela. Elle a permis à Justin et à sa famille d'être relégués dans ce sous-sol et semblait ouverte à la perspective, comme nous l'avons montré dans cette vieille interview où elle était avec elle et Blake, de récupérer les droits de son film, même si Wayfarer et Justin avaient déjà acheté les droits de la suite, projet auquel j'adorerais participer. Vous savez, Blake a dit, si Colleen récupère les droits de son livre, et encore une fois, je ne cherche pas à excuser Colleen Hoover ici, mais je pense vraiment que cette stratégie de love bombing fonctionnerait parce que ce qu'ils se disent, c'est tout ce qu'on a à faire, si on est Blake et Ryan, c'est d'imaginer ce que ces gens veulent. Qu'est-ce qui leur serait le plus utile? Quels sont leurs plus grands rêves? Comment pouvons-nous les aider à réaliser ces rêves?
Donc, pour Brandon Sklenar, on sait, ce n'était pas confirmé qu'ils ont aidé, mais on sait que pendant cette période, il a signé avec WME, la plus grande agence du monde. Et ce n'est pas un acteur si connu, mais cela lui est arrivé soudainement. On sait qu'avec Colleen Hoover, c'était probablement ce discours du genre « Tu devrais posséder les droits de ton livre. Tu devrais posséder les droits de la suite. Nous voulons t'aider à y parvenir. » Peut-être qu'ils allaient en prendre une part de la société de production. Qui sait? On sait qu'avec Channing Tatum, c'était Gambit, ce rôle dont il rêvait depuis qu'il était enfant. Et je me suis simplement laissé porter. Je pense que toutes ces personnes se sont laissées porter sans percevoir qu'il y avait quelque chose de malveillant en jeu. D'accord. Donc, pour résumer, lorsque Blake a déposé sa plainte CRD le 20 décembre, Colleen Hoover a clairement affiché son soutien à Blake Lively auprès du public. Elle s'est abstenue de jeter Justin Baldoni sous le bus, mais sa déclaration était sans équivoque, d'autant plus qu'elle a assisté à toutes les promotions et projections avec Blake et Brandon avant la sortie du film. Et si vous suiviez tout ce qui se passait, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient, pour ainsi dire, créé la table des populaires. Justin était absent. Il voulait qu'il se sente seul. Il n'avait pas le droit de s'asseoir avec les populaires, d'accord? Donc, Colleen a publié ceci en réponse à ce dépôt. Elle a écrit « Blake Lively, tu n'as été que sincère, gentille, soutenante et patiente depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Merci d'être exactement la personne que tu es. Ne change jamais, ne te fane jamais, d'accord? » Donc, elle ne l'a pas vraiment jeté sous le bus, mais comment le public est-il censé interpréter ça? On comprend que tu la soutiens, donc dans une certaine mesure, tu dois la croire. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de raison de la croire, mais as-tu écouté Justin? Au fait, on vient juste d'obtenir cet extrait où elle parle de Justin avant tout ça. Voici donc Colleen Hoover avant qu'elle ne soit Blake-ifiée. Écoutez ça. J'ai l'impression que les lecteurs savent ce qu'ils veulent voir quand il s'agit d'un livre qui les passionne autant. Et je pense que très souvent, cela peut être négligé. Mais Justin, dès le tout début, a été tellement déterminé à les inclure parce que ce sont eux, vous savez, qui ont permis au livre de connaître le succès qu'il a eu. Donc, il est très important de capter dans le film les éléments qu'ils ont aimés. Et ils ont organisé, vous savez, un concours et impliqué plusieurs lecteurs pour qu'ils puissent assister à la lecture du script. Et ils étaient très ouverts et réceptifs à leur retour. Je sais que leurs retours ont réellement permis d'améliorer certains aspects du scénario. Et j'ai trouvé ça tout simplement génial. J'ai vu Justin dans Jane the Virgin et dans son rôle de Raphaël, et on adore ce personnage. Il est tellement, vous savez, il est tellement formidable. Et Justin, en général, je suis juste fan de lui, vous savez, sur ses pages Instagram et TikTok. Et c'était un peu effrayant. Je me disais, ben non, je n'ai pas envie de te voir en colère. Je n'ai pas envie de te voir être méchant. Mais vous savez, pendant tout le temps où j'ai pensé à ce film et à qui pourrait incarner les personnages, honnêtement, il faut quelqu'un dans le rôle de Ryle pour qui ça fera mal de le voir ne pas être celui qu'on aimerait qu'il soit. Elle adorait Justin. C'est vrai, je suis désolée. Elle adorait vraiment Justin. On pourrait vous montrer extrait après extrait après extrait. Évidemment, vous pouvez lire la plainte et voir les emails. Et puis, comme je l'ai dit, elle s'est fait Blake-ifier, Reynolds-ifier. Et soudain, elle tombe tellement amoureuse de Blake qu'elle laisse Justin être traité de façon terrible. C'est ainsi que le public interprète la situation et il a le droit de la voir de cette façon. Soudain, Justin dépose sa contre-plainte et il y a un énorme retour de bâton contre elle pour avoir soutenu Blake sans rien dire à propos de Justin. Et en réalité, tout cela est arrivé à cause des mamans détectives, n'est-ce pas? C'est comme si nous avions reconstitué ce qui a commencé à ressembler à envoyer votre jeune fils à l'école primaire pour découvrir qu'il y a tout un groupe d'enfants populaires à la cantine qui se moquent de lui et lui jettent de la nourriture. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme lui jeter de la nourriture dessus, l'appeler un loser. Et puis tu découvres qu'il mange seul dans la classe avec l'enseignant depuis ce jour-là. C'est juste déchirant. Et tu te demandes pourquoi? Pourquoi est-ce que ça lui arrive? Et donc, la situation s'est très vite retournée contre Colleen. Les gens s'attendaient alors à ce qu'elle donne une réponse plus réfléchie, une explication plus informée sur la façon dont elle avait pu cautionner ce qui semble être des formes de harcèlement aussi évidentes. Colleen a donc désactivé son compte Instagram le 21 janvier et elle vient tout juste de réapparaître après avoir nettoyé sa page Instagram. Elle a, sans aucun doute, supprimé 5 publications Instagram. Et Internet est certain qu'il s'agissait de toutes les publications Instagram où elle apparaissait avec Blake Lively.
En gros, ce n'est pas qu'elle publie à propos de Justin Baldoni, ni qu'elle ait recommencé à suivre Justin Baldoni, mais il semble qu'elle adopte au moins une position plus neutre sur Instagram. Alors, comment sait-on avec certitude qu'elle a supprimé 5 publications? Eh bien, au cas où vous ne le sauriez pas, il existe un site web incroyable appelé Social Blade, socialblade.com. Il vous fournit des statistiques précises concernant les abonnés et les publications sur n'importe quel profil de réseau social. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer le nom d'utilisateur, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et le site vous renverra des données pour que vous puissiez réellement voir comment les gens évoluent. Gagnent-ils des abonnés? Perdent-ils des abonnés? Suivent-ils des personnes? Ne suivent-ils pas de personnes? Cela vous permet d'observer ces tendances. J'imagine que c'est un peu intrusif, mais ça a du sens pour les entreprises, car il est parfois utile de consulter ces statistiques pour voir comment vous vous en sortez. Voici donc le Social Blade de Colleen qui vous montre sur la partie droite les médias des 30 derniers jours. Elle a supprimé 5 de ses publications qu'elle avait mises en ligne. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Mais nous devrions aussi, d'ailleurs, jeter un œil à Social Blade pendant qu'on y est et noter que la conséquence a été terrible. Pour Blake et Ryan, en ce qui concerne les personnes qui les suivent, regardez ces statistiques concernant leurs abonnés. C'est Blake Lively, d'accord? Cela nous indique tout en bas qu'au cours des 30 derniers jours, elle a perdu 397 000 abonnés, d'accord? Ce n'est pas un petit nombre. Si vous allez de la même façon voir Ryan Reynolds, il a perdu presque le même nombre, 1000 de plus qu'elle, soit 398 000 abonnés. C'est ça, Internet. Qui répond et vous dit ce qu'il pense de la situation, surtout si on compare avec Justin Baldoni. Regardez ses statistiques. Au cours des 30 derniers jours, il a gagné 206 000, on pourrait presque dire 207 000 abonnés supplémentaires. Donc, dans le tribunal de l'opinion publique, ils ont perdu, d'accord? Alors, on peut se demander pourquoi Colleen a-t-elle supprimé ses publications? Eh bien, certains spéculent qu'elle a lu les choses et qu'elle est maintenant du côté de Justine Baldoni. Je ne ressens pas ça, parce qu'elle n'a pas fait de déclaration assez forte. Elle n'a pas fait de déclaration en sa faveur. Elle devrait faire une déclaration en sa faveur parce que les preuves sont accablantes. Et elle a, je suppose qu'on peut le dire, construit sa marque en tant que personne opposée aux abus. Je pense qu'il est vraiment important maintenant de prendre position dans cette affaire et de dire « j'ai évidemment été complètement manipulée et peut-être à juste titre ». Et on pourrait être d'accord et dire « d'accord, si Blake est venu la voir après l'avoir couverte d'attention et a dit « j'ai été victime d'abus ». Peut-être que Colleen l'a vraiment cru sincèrement et a agi sans être motivée par autre chose que la conviction. Droite, mais elle ne fait pas plus que ça. Et donc je n'aime pas ce que j'ai dit, cela ressemble un peu à une échappatoire. Et je pense qu'il est plus probable que ce qu'elle fait ici soit d'essayer de rester en dehors de cela. C'est le mouvement Taylor Swift. Il s'agit probablement d'une stratégie légale. Je ne veux pas être impliquée dans cette affaire. Impossible. Elle a déjà été nommée, vous savez, non pas comme défendeur ou comme plaignant, mais plutôt simplement nommée dans l'épreuve de Justine Baldoni, montrant la photo de comment les choses étaient, comment le film a vu le jour. Et donc, sans aucun doute, elle sera appelée à témoigner et à parler du comportement de Justin. Mais je pense qu'elle ne veut pas être impliquée au-delà de cela. Je crois vraiment que si vous êtes son équipe de relations publiques, si vous êtes ses agents, si vous êtes son avocat, vous lui dites qu'elle doit être neutre. Tu dois rester en dehors de cette histoire. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ton avenir qui risque de devenir très vite compliqué. Et cela peut rebondir et te nuire aussi. Et je voulais d'ailleurs souligner ceci. En parlant de cette stratégie juridique, il faut revenir au 3 février. Souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la première audience devant le juge Lehman à New York, la première fois que les avocats de toutes les parties à l'affaire se rencontraient. Et il y a eu des choses très importantes qui ont été soulevées. Je vais donc vous montrer cette partie du procès-verbal de cette audience car elle est très pertinente par rapport à ce qui pourrait se passer ici. J'ai reçu un tuyau sur TikTok. Wow, c'était incroyable à dire. J'ai envie de le redire. J'ai reçu un tuyau sur TikTok et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui dirige la société Be Better. Vous le connaissez peut-être, Marcos. Nous allons en parler à travers un email qu'il m'a envoyé. Mais donc, en amont de ce moment du procès-verbal que je vais vous montrer, cette confrontation du 3 février, c'était évidemment le moment où les avocats de Blake Lively voulaient faire taire Brian Friedman. Cela ne s'est pas produit. Ils lui ont en quelque sorte dit qu'il devait se calmer. D'ailleurs, il ne s'est pas vraiment calmé. Il continue à donner des interviews à TMZ. Mais en gros, il ne peut rien faire qui pourrait nuire au panel de jurés. C'est ce qu'ils lui ont dit.
Mais il y a eu un échange intéressant entre les avocats de Blake Lively. Donc, pour que vous ne soyez pas complètement perdus, juste avant ce moment, ils discutèrent de la question de savoir s'il fallait regrouper ou séparer les affaires avec le New York Times et ils parlaient aussi de l'amendement récent que l'équipe juridique de Wayfarer avait déposé. En gros, ils ont déposé cet amendement qui incluait des petits éléments du New York Times ainsi que des données provenant du New York Times et accusait également Blake Lively et Ryan Reynolds de fraude par promesse. Donc, ce n'était pas un amendement majeur, mais c'était un amendement important auquel ils auraient besoin de temps pour répondre. Voici donc ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Willkie Farr a déclaré, et au fait, Willkie Farr, ce sont les avocats de Blake Lively. Si vous voulez suivre ici, ils ont dit « Notre plan au dossier 49 n'est plus réalisable ». Les avocats de Wayfarer ne nous ont pas informé qu'ils prévoyaient de déposer une plainte modifiée, incluant un recueil de 168 éléments, qui correspond essentiellement à tous ces messages textes. Il existe une autorité. Pour déconsolider les affaires, le Times peut avoir son propre point de vue. Nous aimerions en discuter. Étant donné que les parties Wayfarer ont ajouté un nouveau défendeur, nous avons envisagé de modifier notre propre plainte. Nous avons 2 semaines pour le faire. Nous pensons que nous pouvons toujours respecter la date du procès fixée au 9 mars 2026. D'accord, donc essentiellement, ils disent juste qu'ils ont modifié et que nous pourrions également modifier pour ajouter de nouvelles parties. Donc le juge Lehman demande cela pour clarification. Le juge Lehman dit « Vous suggérez que vous ajouterez de nouvelles parties d'ici vendredi prochain, le 14 février. À quelle vitesse les signifierez-vous? » D'accord. Donc il dit « C'est à rendre pour le 14 février. » Ils disent que vous pouvez faire cela le 14 février. Et Willkie Farr répond en disant « Nous leur demanderons, c'est-à-dire aux parties qu'ils prévoient d'ajouter à cette affaire, d'accepter la signification. S'ils refusent, nous commencerons immédiatement à essayer de leur signifier. » C'est une phrase très intéressante parce qu'ils disent en gros « Nous allons simplement demander à un plaignant de se joindre volontairement à cette affaire. » Donc, nous n'aurons pas à nous soucier de la signification. Nous dirons simplement que nous envoyons la personne maintenant. Vous allez recevoir ceci et maintenant vous êtes officiellement plaignant dans cette affaire. Mais s'ils disent non, ce qui suggère qu'ils ne savent pas vraiment si la partie sera réceptive, je dis plaignant, un plaignant dans cette affaire, alors nous commencerons à essayer de leur signifier. En gros, nous allons simplement les forcer à participer. D'accord. Ensuite, il continue et les avocats de Willkie Farr disent qu'il y a un seul groupe d'avocats de l'autre côté. Il y aura de nombreuses dépositions, y compris sur les accusations de présentation trompeuse. La phase de découverte portera sur des questions typiques des affaires de harcèlement sexuel et sur les communications des défendeurs, de leurs agents et des médias, y compris des personnes qui auraient pu être payées. Je ne sais pas pourquoi ils disent cela. Personne n'a été payé. Honnêtement, nous n'aimons tout simplement pas ce que Blake Lively et Ryan Reynolds ont fait. Cela s'est conclu en disant que cette affaire implique un certain nombre de personnes très en vue, y compris des tiers. Nous avons l'intention de demander une ordonnance de protection. Il y a eu une quantité importante de fuites vers les médias. Nous voulons lister toutes les parties dès le début. C'était donc en réalité très important de dire qu'il y a une partie à la procédure qui n'a pas encore été nommée. Et nous aurions dû accorder plus d'attention à ce langage parce que de quoi parle-t-il exactement? Qui manque à l'appel? Qui est-ce qui se joint à l'affaire en tant que plaignant potentiel et volontaire? Dans cette affaire, et nous avons une réponse. Comme je l'ai dit, nous avions un TikToker qui avait des infos croustillantes. On avait du TikTok à ce sujet. Il m'a envoyé un email hier et il est lui-même devenu viral en couvrant cette affaire. Alors, j'ai fait mon truc. Vous savez, j'ai parcouru son TikTok et j'ai tout découvert sur lui et ses arrière-grands-parents pour le vérifier. Et il y a un fait étonnant ici. Ce TikToker, Marcos, qui dirige la société Be Better, était en fait dans le camp de Blake Lively quand tout cela a commencé, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, comme moi, était instantanément contre le mouvement MeToo. Il était clairement de l'autre côté. Il pense vraiment qu'il faut écouter les personnes qui portent plainte lorsqu'elles déposent ces plaintes. Il a tout passé en revue, pensait que ce qu'avait vécu Blake Lively était horrible, puis il a fait cette chose folle. Lire la contre-plainte de Justin Baldoni et il s'est dit, écoutez, je sais que ça va sembler fou. Mais tout ce que je lis ici montre que Blake Lively a manipulé son public et lui a menti. Et franchement, je suis un peu choquée en tant que personne qui la croyait totalement. Et il l'a fait. Il est en gros aussi cinglé que moi. Genre, c'est un TikToker avec les preuves. Il a lu chaque ligne comme je l'ai fait.
Et il a publié en partie cette série en 9 volets, qui est un travail incroyable, une véritable plongée en profondeur. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le dossier de Justin Baldoni qui lui a fait comprendre que Blake Lively ne disait pas la vérité et qu'il allait être très difficile pour eux d'expliquer pourquoi ils avaient déformé autant de choses dans leur dépôt initial? Donc, il était dans le camp de Blake Lively. C'est très important à comprendre. Il n'avait aucun parti pris contre l'autre camp, en tout cas. Et donc, ce qui s'est passé, et je ne peux pas vous dire qui était cette personne, c'est qu'il a reçu un tuyau très solide de quelqu'un concernant la possibilité que Jenny Slate soit impliquée dans la plainte. Et ce qui s'est finalement passé, c'est qu'après avoir discuté de ce tuyau, et comme je l'ai dit, nous avons des moyens de savoir si c'est légitime, si ça vient, vous savez, de quelqu'un proche de la personne, dans l'entourage. Il a confirmé que c'était un vrai tuyau dont il fallait parler. Il a dit, soi-disant, lorsqu'il a publié cette vidéo sur TikTok et la vidéo a fini par être supprimée. Je vais vous en dire plus à ce sujet dans un instant, mais voici le tuyau que Marcos de la société Be Better a reçu concernant Jenny Slate. Écoutez bien. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Donc, ma source m'a dit que l'équipe juridique de Lively essaie soi-disant de modifier leur dossier et d'ajouter Jenny Slate comme plaignante dans la plainte. Mais Jenny Slate ne voudrait apparemment pas du tout être mêlée à cette histoire. Et si elle refuse leur proposition de devenir une véritable plaignante dans l'affaire, ce qui semble probable, ils vont probablement la citer à comparaître de toute façon et simplement inclure son témoignage ou elle-même comme preuve, car elle aurait eu de très mauvaises expériences avec Justin Baldoni concernant du harcèlement ou le fait de se sentir mal à l'aise sur le plateau. Je pense qu'à ce stade, l'équipe de Lively croit très fermement que s'ils parviennent à ajouter officiellement plus de femmes à la plainte, les accusations paraîtront plus légitimes. Mais à ce stade, je ne pense pas que Jenny Slate ou qui que ce soit d'autre dans le casting veuille vraiment monter à bord. Le yacht de la plantation Khaleesi qui semble couler assez rapidement. Plantation Khaleesi est vraiment un sacré surnom pour Blake Lively. Donc, il publie cette vidéo, puis elle est retirée de TikTok le 6 février, c'est bien ça? Et il m'a dit que lorsqu'il a cherché à savoir pourquoi la vidéo avait été retirée, en gros, ils avaient reçu une sorte de menace légale en coulisses, du genre qu'ils pourraient les poursuivre pour quelque chose de diffamatoire dans la vidéo. Donc, les entreprises de réseaux sociaux ne sont pas là pour enquêter. Elles ne sont pas là pour être juges et avocats, mais recevoir un email d'un avocat au nom d'un client, et si c'est un client de premier plan qui dit « Nous allons venir après vous. TikTok, que cette diffamation existe sur la plateforme, ils ne prendront pas ce risque. Ils ne se diront pas « je vais soutenir Marcos », non? Ils se diront plutôt « cette personne a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Je vais simplement retirer cette vidéo TikTok. » Et c'est ce qui s'est passé. Et il était furieux à ce sujet. Et il a essentiellement commencé à taguer l'équipe de Brian Friedman en disant quelque chose comme « Et si vous cherchez quelque chose à examiner, et potentiellement, cela pourrait arriver. » Vous devriez assigner TikTok à comparaître parce que si tout son argument est que Justin Baldoni et l'équipe de Wayfarer ont manipulé la presse et qu'elle fait exactement la même chose en ce moment, c'est-à-dire qu'elle est contrariée que des utilisateurs de TikTok publient des informations ou qu'elle pense que des TikTokers font fuiter des informations, eh bien, cela discrédite un peu son propre argument. Et donc, pas eux, mais Marcos a réussi d'une manière ou d'une autre à faire rétablir cette vidéo en disant essentiellement à TikTok, ce qui est ridicule. C'est la liberté d'expression. Il a dit prétendument. Il n'a pas dit, par exemple, que c'était confirmé. Il a rapporté exactement comment il l'a entendu d'une source. C'est ça, en fait, le journalisme. C'est ce que vous faites quand vous rapportez des faits. Vous obtenez des informations, vous les transmettez au public et vous leur donnez exactement la façon dont vous avez reçu ces informations, c'est-à-dire c'est allégué, mais c'est une source fiable. Donc, nous devrions probablement, d'ailleurs, c'est un indice vraiment, vraiment, vraiment important ici. Et tout ce que je vois indique qu'il a raison. Donc, ce langage lors de la première audience, on pourrait ajouter un plaignant. Nous allons leur demander d'accepter la signification. Mais sinon, alors nous allons simplement assigner à comparaître. C'est comme, d'accord, donc le plaignant est-il prêt à faire cela? Ou pensez-vous pouvoir convaincre cette personne de se joindre à la plainte? Ou bien cette personne s'oppose-t-elle à vous? Nous ne savons pas. Donc, cela se passe le 6 février. Nous devrions parler de Jenny Slate en général, ou pourquoi je n'ai même pas parlé de Jenny Slate. Honnêtement, je ne l'ai pas mentionné. Elle a joué un certain rôle dans le film, et elle, dès que Blake Lively a déposé sa plainte, n'a pas mâché ses mots. Elle n'a pas mâché ses mots. Elle n'a pas essayé de faire croire qu'elle ne prenait pas parti. Elle a clairement pris le parti de Blake Lively. Voici la déclaration qu'elle a publiée. Elle a dit «
En tant que collègue de casting et amie de Blake Lively, j'exprime mon soutien alors qu'elle prend des mesures contre ceux qui auraient planifié et mené une attaque contre sa réputation. Blake est une meneuse, une amie loyale et une source de soutien émotionnel de confiance pour moi et pour tant d'autres qui la connaissent et l'aiment. Ce qui a été révélé au sujet de l'attaque contre Blake est terriblement sombre, troublant et totalement menaçant, a-t-elle ajouté. Je félicite mon amie. J'admire son courage et je me tiens à ses côtés. Bon, la raison pour laquelle j'ai un peu ignoré Jenny Slate dans toute cette histoire, c'est parce que, en fait, j'ai juste un ressenti avec les gens et j'ai trouvé que cette déclaration faisait vraiment très théâtreuse. C'était beaucoup trop. Et c'est juste que, franchement, je n'ai pas vraiment besoin de m'en soucier. Il y a quelque chose chez elle qui m'a tout de suite frappée, et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais c'est juste qu'elle en fait trop. Et je peux très bien imaginer qu'elle se soit laissée entraîner dans cette espèce de sortilège Blake Lively du genre « je vais être la personne la plus incroyable ». Le fait qu'elle ait parlé d'un chiot de soutien émotionnel comme ces gens dans l'avion qui disent « je ne peux pas prendre l'avion sans mon chiot ». Tu vois, je me suis juste dit « c'est trop vite ». Et je ne pensais tout simplement pas que c'était pertinent de tout examiner. Mais je dirais qu'il est probable que, de la même manière, elle était sous cette influence de la famille Reynolds et elle voulait ressentir cet amour de l'Est. Elle voulait juste traîner avec eux 1 degré de plus près de Taylor Swift. Qui sait? Peut-être que Taylor Swift lui a même jeté un peu de paillettes lors d'un concert. On ne sait pas quel est le lien là-bas, mais elle a probablement cru Blake Lively. Et Blake Lively a prouvé, Ryan Reynolds a prouvé qu'ils étaient en fait les plus intelligents de la pièce et manipulaient probablement cette personne. Et il est probable, c'est mon avis, que Blake et Ryan aient des messages avec elle, parce que si elle est aussi théâtrale dans un communiqué officiel, elle l'était probablement encore plus en tant qu'amie qui soutient son amie, même quand elle sait qu'elle ment. Les femmes se mentent entre elles. Il faut qu'on soit honnête à ce sujet. Ça rejoint un peu ce dont je parlais à propos du mouvement d'acceptation des personnes grosses. Et on voyait des photos de personnes comme Lena Dunham en maillot de bain et plein de femmes dans les commentaires disaient « Tu es magnifique ». Et c'est comme... OK, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut se faire sentir bien les unes les autres. C'est ce que font les femmes. On veut juste être le soutien émotionnel de notre amie. Par exemple, tu sais, peut-être que sa tenue n'est pas terrible et elle demande « Comment je suis? Tu es trop canon. Tu sais, tu es magnifique. » C'est juste un truc bizarre que font les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais on se ment entre nous sur Internet. Je le vois tout le temps. J'ai envie de le dénoncer. J'ai envie d'être la police d'Internet et de dire, tu sais, ce n'est pas vrai. Arrêtez de soutenir vos amis quand elles font des choses mauvaises ou nuisibles. Je pense que Jenny Slate, encore une fois, c'est juste mon avis. C'est pure spéculation, mais elle était cette fille dans la pièce qui voulait juste soutenir tout ce que disait Blake et elle lui a probablement envoyé un texto du genre « Moi aussi. Tu sais, moi aussi, je me suis sentie bizarre et mal à l'aise ou peu importe. » Donc, Blake et Ryan n'ont plus aucune carte en main et ils n'ont rien pour prouver ça en ce moment. Et ils se disent « Est-ce qu'on pourrait demander à Jenny Slate, l'amie qui hochait la tête et disait oui à tout ce qu'on disait, de se joindre à ce procès pour lui donner un peu plus de poids? » Non. Nous étions deux à avoir ressenti que nous avions été harcelés sexuellement sur le plateau. Tu vois, Justin Boson, il était vraiment à fond sur Jenny Slate aussi. À fond sur moi aussi. En même temps, il n'était pas à fond sur moi parce que je l'accuse aussi de m'avoir traité de grosse. Mais ne t'inquiète pas de savoir comment ces deux choses s'annulent dans ce procès. Mais bon, on a des messages avec Jenny Slate et je pense vraiment qu'elle jouait juste le rôle de l'amie qui encourage tout. C'est juste l'impression qu'elle me donne, donc c'est intéressant. C'est très intéressant de la considérer comme un élément potentiel de tout ça. Encore une fois, il dit « prétendument, je n'en sais rien ». Je n'ai été contacté par personne, potentiellement dans l'entourage de Jenny Slate. Mais on peut commencer à regarder ce qui vient de se passer, d'accord? Donc, le 10 février, il y a 2 jours, l'équipe de Blake Lively, après leur avoir dit le 3 février, genre « on va ajouter de nouvelles personnes, on va modifier notre plainte ». Nous allons ajouter de nouveaux plaignants et peut-être essayer de leur signifier la plainte. Puis, il y a 2 jours, ils ont déposé une demande de prolongation. Ils disent, en gros, en fait, nous n'allons pas pouvoir respecter la date limite de modification, l'échéance du 14 février. Donc, je vous montre ce qu'ils ont déposé et je vais simplement vous montrer les points pertinents. Leur avocat a écrit à l'honorable juge Lehman le 14 février 2025 est la date d'origine. Date limite de défaut pour Madame Lively pour déposer sa plainte modifiée de plein droit en lien avec les conclusions en réponse de Wayfarer Studios LLC. Ensuite, ils poursuivent en disant que Madame Lively demande respectueusement qu'une prolongation pour déposer une plainte modifiée de plein droit jusqu'au 5 mars 2025 soit accordée.
Donc, essentiellement, c'est dû pour le 14 février. Nous vous demandons de prolonger jusqu'au 5 mars. Et ensuite, la raison qu'elle donne ici pour expliquer pourquoi elle a besoin de cette prolongation est étrange. Elle dit que cette modeste prolongation permettra à Madame Lively de traiter les nombreux nouveaux faits et revendications en jeu dans ce litige. Une telle prolongation est également justifiée étant donné que, après que l'avocat de Mme Lively a informé le tribunal le 3 février qu'elle avait l'intention de modifier sa plainte pour inclure des parties et des revendications supplémentaires. L'une de ces parties visées, Jed Wallace, ainsi que sa société Street Relations, ont déposé une plainte préventive et sans fondement de 10 pages. Devant le tribunal fédéral du district du Texas concernant des questions qui se recoupent largement avec celles de ce litige. Le temps supplémentaire demandé permettra à Mme Lively de traiter correctement les questions de procédure découlant également de cette action en justice infondée. Donc, elle dit, souvenez-vous, nous avons parlé de Jed, contre qui elle s'est retournée dans son dépôt auprès du CRD. Eh bien, Jed, puis elle a dû déposer cela au Texas. Eh bien, Jed a répondu de manière similaire à Brian Friedman, qui répondait au nom de Wayfarer, mais il s'agit d'une action totalement distincte qui se déroule au Texas. Et elle essaie de justifier une prolongation parce qu'il a déposé sa réponse, ce qu'il aurait de toute façon dû faire face à sa plainte. Cela n'a absolument aucun sens. Quoi qu'il en soit, comme Brian Friedman, il leur répond assez fermement dans sa réponse. Il répond au nom de Wayfarer et dit, nonobstant le refus inexplicable de la partie Lively de consentir à une prolongation similaire demandée par les parties Wayfarer au plus fort des incendies de forêt de Los Angeles, petite pique, les parties Wayfarer n'ont aucune objection à la prolongation sollicitée par la partie Lively. Donc, en gros, ils disent, peu importe, prends ta prolongation. On s'en fiche complètement. Mais si vous prenez votre prolongation, alors nous demandons à notre tour une prolongation au-delà de celle-ci, essentiellement pour nous permettre de répondre, nous aussi, le 16 avril. Mais ensuite, il la recadre sévèrement sur cette tentative étrange de mentir au juge à propos de Jed Wallace. Il dit, malheureusement, la lettre de la partie Lively va plus loin qu'une simple demande de prolongation de délai en lançant des attaques inutiles et infondées contre un tiers, Jed Wallace, ainsi que contre le litige en cours contre Madame Lively devant le tribunal fédéral du district ouest du Texas. Ce que la partie Lively a manifestement omis de mentionner, c'est que le litige actuellement en cours au Texas a été déclenché par Madame Lively qui a engagé une action en justice contre Monsieur Wallace devant le tribunal d'État du Texas le 21 janvier, soit environ 2 semaines avant qu'il ne dépose sa plainte fédérale en réponse. Alors que les parties Lively affirment maintenant que les actions de Monsieur Wallace au Texas présentent de graves problèmes de compétence dans le cas de Madame requête vérifiée de Lively demandant une déposition préalable au procès de Monsieur Wallace, Madame Lively reconnaît que la juridiction du Texas est appropriée étant donné que Monsieur domicile de Wallace. Alors il dit « Je n'ai aucune idée de pourquoi elle ment au tribunal ». Et puis, il joint sa pétition initiale au Texas, ce qui est vraiment embarrassant, n'est-ce pas? C'est la même tactique qu'ils utilisent encore et encore en essayant de manipuler les tribunaux pour obtenir ce qu'ils veulent, pensant que les gens ne vont pas garder de preuves. Genre, « Salut, as-tu déjà rencontré Brian Friedman? Je sais que ce n'est pas mon cas, mais je ne tenterai pas ce genre de coup. Je n'essaierai pas de manipuler le juge Lehman en lui disant « J'ai besoin de ce délai parce que ce type a jugé un truc insensé et a déposé une requête là où il n'a pas compétence. » Comme si Brian Friedman n'allait pas débarquer et dire « En fait, c'est toi qui as établi sa compétence. » Tu as déposé en premier au Texas et il répond. Et d'ailleurs, il n'est pas parti à notre affaire ici à New York. C'est exactement ce qu'a fait Brian Friedman. C'est juste un tueur. Brian Friedman, c'est ça. C'est en fait mon animal totem. Bref, le juge Lehman répond à cette requête et il la recadre sévèrement. Il l'a tout simplement remise à sa place. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Probablement parce qu'il n'aime pas. Il n'apprécie sans doute pas d'être manipulé. Tu sais, tu devrais juste dire « Je veux un délai parce que je n'ai aucune preuve. » J'ai besoin, potentiellement, soi-disant, d'essayer de faire en sorte que quelqu'un rejoigne cette action. S'il te plaît, Colleen Hoover, tu n'as rien vu. Tu l'as vu regarder mes fesses? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait juste se joindre à nous, s'il vous plaît? Peut-être la jeune Lily Bloom, Elizabeth Farr. Tu as vu quelque chose qui ne t'a pas plu? Comme si elle essayait. En gros, ils essaient de convaincre quelqu'un pour donner un peu de poids à cette affaire. Et donc, voici l'ordonnance du juge. Il revient et il dit « Ordonnance accordée en partie et refusée en partie ». La lettre de demande de prolongation du délai de dépôt, il a ajouté un jour. Donc, c'était censé être le 14 février. C'est un vendredi que leur dépôt modifié devait être rendu.
Il l'a repoussé au 17 février, qui est un lundi et qui est aussi un jour férié. Donc, je pense que c'est toujours le 14 février. Je ne sais pas. Ce qui tomberait pendant le week-end. Donc, ce serait le premier lundi. Et donc, oui, il donne une réponse. Les parties concernées n'ont pas présenté de raison valable pour une prolongation supplémentaire. Donc, vous n'auriez pas dû mentir sur la raison de la prolongation, car ce n'est pas une bonne raison d'évoquer ce qui se passe au Texas. Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Donc, complètement rejeté. Bon, les gars, il faut que je vous parle du professeur de Ryan Reynolds qui m'a envoyé un email. OK, c'est intéressant. C'est très intéressant. Avant de faire ça, il faut qu'on parle de certains de nos sponsors. Home Title Lock, tout d'abord, parce que saviez-vous que les propriétaires américains possèdent plus de 32 000 milliards de dollars en capitaux propres à l'échelle nationale? Et les cybercriminels les ciblent avec une arnaque croissante que le FBI appelle le vol de maison. Les escrocs peuvent désormais transférer le titre de propriété hors de votre nom en utilisant un simple document d'une page qu'ils déposent au bureau du comté. Et ils peuvent contracter des prêts dessus ou même le vendre dans votre dos. Et le plus effrayant, c'est que vous ne le découvrirez que lorsque des avis de recouvrement ou de saisie commenceront à arriver dans votre boîte aux lettres, vous laissant face à un cauchemar financier et juridique. La meilleure façon de protéger votre capital, c'est avec la protection exclusive triple verrou à 1 million de dollars de Home Title Lock. Ce service propose une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des alertes urgentes, et si une fraude se produit, leur équipe de restauration dépensera jusqu'à 1 million de dollars pour réparer la fraude et restaurer votre titre de propriété. Alors, quand avez-vous vérifié votre titre de propriété la dernière fois? Si votre réponse est jamais, c'est exactement sur cela que comptent ces escrocs. C'est pourquoi je me suis associée à Home Title Lock pour vous assurer que vous n'êtes pas déjà une victime. Si vous utilisez mon code promo Candice sur hometitlelock.com, vous bénéficierez de 30 jours de protection gratuite et d'un rapport d'historique de titres gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Découvrez les détails de la protection triple verrouillage d'1 million de dollars lorsque vous y serez. Lien ci-dessous. Et c'est bien le code promo Candice sur hometitlelock.com. Très bien. American Financing, car je sais que des Américains ont des soldes élevés sur leur carte de crédit avec des taux de 20% ou plus et reprendre le contrôle de vos dettes. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous attendiez de trouver comment mettre de l'ordre dans vos finances, vous devriez appeler mes amis d'American Financing dès aujourd'hui. Les conseillers hypothécaires d'American Financing, rémunérés à salaire, aident des propriétaires comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour se débarrasser de leurs dettes à taux d'intérêt élevés. En moyenne, leurs clients économisent 800 dollars par mois grâce à cette solution. Et c'est le genre de somme qui fait une énorme différence. Cela devrait rendre la décision vraiment facile, car il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, gratuit et sans engagement, pour découvrir combien d'argent vous pourriez économiser. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez retarder 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing. Le numéro est le 807 95 2022 1210. Encore une fois, c'est le 807 95 1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/owens. D'accord, maintenant je veux parler de psychologie. C'est simplement parce que j'adore la psychologie. Je pense que c'est aussi ce qui rend cette affaire si fascinante pour tant de femmes. On a l'impression de regarder IDTV. Il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par les affaires criminelles? Les émissions où l'on apprend des choses, c'est parce qu'on pense constamment à notre sécurité. Et il y a quelque chose dans cette histoire qui viole un peu notre sentiment de sécurité dans le sens où on pensait que les gens étaient gentils, puis on se rend compte qu'ils se comportaient totalement comme des psychopathes et allaient aussi loin, faisaient des choses aussi extrêmes que Ryan Reynolds l'a fait. Bref, on apprend de nouvelles choses sur Blake et Ryan parce que Internet ne cesse de creuser et de trouver des informations. Et il y a eu une interview que beaucoup d'entre vous m'ont signalée et qui a refait surface il y a quelques jours. C'est Blake Lively qui s'exprime au Forbes Women's Summit. Et cela date de 2022. Et elle discute assez tranquillement du fait que, vous savez, elle ment et qu'elle prend le contrôle des films. Écoutez plutôt. J'arrivais sur un plateau, je savais qu'il voulait juste que je sois là, que j'ai l'air mignonne, que je me tienne sur un petit autocollant rose à l'endroit où je devais aller et que je dise ce que j'étais censée dire. Mais je savais aussi que ça ne me suffisait pas, que je voulais faire partie de la narration, que je voulais participer à l'histoire, que ce soit dans l'écriture, la création des costumes, la construction du personnage. Et parfois, j'avais des réalisateurs, des producteurs ou des scénaristes qui accueillaient cela et l'encourageaient une fois qu'ils voyaient que j'étais capable d'apporter quelque chose, et parfois j'avais des gens qui le ressentaient vraiment mal.
parce qu'il se disait « on t'a juste engagée pour être actrice ». Pourtant, quand j'allais aux réunions, j'avais juste l'air d'être là pour jouer la comédienne et décrocher le rôle. Je ne révélais pas que j'avais en fait besoin d'avoir une part d'autorité créative pour me sentir épanouie. Donc je pense que pour eux, parfois, ça a pu donner l'impression d'un coup de théâtre parce que j'essayais de m'imposer dans quelque chose pour lequel ils ne m'avaient pas engagée. Et donc c'était une position vraiment étrange à occuper parce que je me disais, je n'ai pas envie d'être juste une actrice. J'ai envie, tu vois, j'ai envie d'avoir plus d'autorité créative. Oui, et je parie que ça a vraiment pu donner l'impression d'un coup de théâtre. Je dirais ceci. Blake Lively, je l'apprécie presque parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est folle. Genre, elle ne se rend pas compte à quel point ça paraît fou. Et la personne assise en face d'elle devait hocher la tête et faire semblant d'être d'accord. Et tu te dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, en fait? Tu es une menteuse. Tu mens sur qui tu es. Peut-être que ça a un rapport avec le fait que tu sois poursuivi pour fraude par promesse parce que tu admets que tu vas là-bas. Et tu dis, ouais, j'aimerais être actrice. Et ensuite, tu prends le contrôle de tout. Je veux dire, imagine juste, en dehors du contexte des célébrités, tu appelles un plombier pour réparer tes toilettes et il est là et il te dit, en fait, je vais réorganiser ton placard. Et tu lui réponds, non, c'est bon, tu viens de réparer toilettes. Et il te dit, non, je suis là ton père. Je veux ton père. Et toi, tu dis, non, je ne veux pas mon père. Je veux que tu répares les toilettes. Et lui, il demande, où est ton bébé? Je veux tenir le bébé et lui faire son rot. Et toi, tu dis, je n'ai pas besoin que tu fasses faire le rot à mon bébé. Ce n'est pas mon mari. Eh bien, je peux être plus. Je peux être plus que ton plombier. Je peux être ton mari. Toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je l'impression de devoir appeler la police? Pourquoi ai-je l'impression de devoir appeler Brian Friedman? C'est de la folie. De quoi tu parles? Elle ne se rend vraiment pas compte à quel point elle a l'air folle. Et si tu te demandes, genre, hey, Blake, si tu veux être cette personne, si tu veux être réalisateur ou si tu veux être scénariste, pourquoi tu ne le deviens pas tout simplement? Tu as le droit d'être réalisateur, tu as le droit d'être scénariste. Écris, tout simplement. Eh bien, en fait, il y a une réponse à ça. Elle a eu une interview écrite avec Vogue qui a été publiée en août 2024. Et voici ce qu'elle a dit. OK, au passage, c'est incroyable qu'elle arrive encore à être un peu insolente dans cet email quand quelqu'un lui pose une question totalement basique sur sa pâtisserie, parce qu'elle parle toujours de ses pâtisseries et c'est partout sur son Instagram. Mais voici ce qu'elle a répondu à l'intervieweur. L'intervieweur écrit, je lui demande si elle écrit. Blake penche la tête, soudainement curieuse. Elle joue avec la grosse bague bleue à son doigt. Mon mari a donné une interview où on lui a demandé « Qu'est-ce qui surprendrait les gens à propos de votre femme? » Et il a répondu « C'est qu'elle est écrivaine. Elle écrit sur chaque film sur lequel elle travaille. » Et l'intervieweur a dit « Et la pâtisserie? » Et la pâtisserie, n'est-ce pas? C'est une excellente pâtissière. C'était vraiment un moment intéressant. Je ne sais pas si c'est un truc de femme ou pas, mais ils veulent toujours parler de la pâtisserie. Et puis l'écrivaine a dit « Je suis désolée d'avoir proposé de faire de la pâtisserie ensemble. » Je le dis un peu gênée. Je suis une pâtissière terrible. Et puis elle demande « Pourquoi avez-vous posé des questions sur l'écriture? » Je réponds que la question m'est venue la veille au soir. J'avais lu tout ce qu'elle avait entrepris de créatif et quelque chose dans cette agitation m'était familier. Plus tard, Fee confirmera qu'elle a travaillé pour donner vie à sa vision d'un personnage. Elle a vraiment travaillé ses dialogues pour y parvenir, dira-t-il avec admiration, et cela a tout rendu vivant. Je demande à Lively si elle écrirait un jour quelque chose à partir de rien. Elle réfléchit à la question. Elle dit, je cite, « Une page blanche n'est pas aussi excitante pour moi que de commencer avec un scénario et de trouver quelque chose que les autres ont négligé en disant « Non, 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 il y a quelque chose ici. » Pour moi, c'est une chasse au trésor. Et donc, quand je peux voir le trésor, alors je deviens archéologue. Je peux l'excaver, je peux le mettre au jour, le façonner et montrer aux gens la valeur qu'il recèle. C'est ça pour moi ce que je veux. Je n'arrive pas à dire ce dernier mot, ce que j'aime. OK, donc elle dit essentiellement, j'aime juste m'approprier le travail des autres. Et c'est fou. Et c'est dingue. À l'avenir, les gens ne voudront plus travailler avec elle car ça fait beaucoup. Les gens se rendent compte que c'est une pathologie. Et concernant Ryan Reynolds, j'ai reçu, pour être clair, énormément d'emails et de témoignages à son sujet de personnes qui ont travaillé comme doublure cascade pour lui ou pour Blake Lively. Et j'essaie de partager avec le public ce que je pense être pertinent dans cette affaire. Je ne partage pas tout car parfois je trouve que ce n'est pas juste. Par exemple, si quelqu'un dit « Oh, je suis sorti avec lui il y a 20 ans, il était vraiment à fond dans la drogue. » J'ai reçu ces emails. Je me dis « D'accord, bon, il y a 20 ans, quel âge avait-il? 28 ans. Est-ce pertinent?
Peu importe. Dire qu'il fumait de l'herbe, d'ailleurs, pour être clair, ce genre de choses ne me semble pas pertinent, mais celle-ci, je l'ai trouvée pertinente. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il s'agit de quelqu'un qui partage une expérience de son enfance. C'est aussi quelqu'un qui doit avoir au moins 70 ans pour avoir été le professeur de théâtre, en supposant qu'un enseignant commence sa carrière vers 20 ans. Et qui a eu Ryan Reynolds dans sa classe et a ressenti le besoin de prendre contact. Et je pense que l'enfance de Ryan Reynolds est en fait pertinente parce que Ryan Reynolds lui-même a étrangement introduit ses traumatismes d'enfance dans toute cette histoire. Souvenez-vous, dans Deadpool, il parle de devoir affronter ses traumatismes d'enfance en se moquant de Justine Baldoni. Mais ensuite, il y a eu cette promo vraiment étrange avec sa mère pour It Ends With Us. Et ils ont commencé à parler de sa relation avec son père et de comment il avait des problèmes non résolus avec son père. Alors, écoutons ce qu'il dit. Je ne me sens pas très à l'aise de poser cette question. Non, je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Je peux le faire. Tu ne vas pas le lire. Alors je vais le faire. D'accord, merci pour le livre. Oui, c'est bien celui-là. Il est écrit que Ryan adorerait avoir un nouveau père pour jouer à la balle avec lui. Et je pense qu'il aurait vraiment besoin d'un homme dans sa vie. Hugues n'est plus tout jeune. Cligne une fois des yeux pour dire oui ou cligne une fois pour dire que tu aimerais être son nouveau père. Il cligna des yeux. Il cligna des yeux. Est-ce l'enfer? Non, c'est l'Iowa. C'est tiré du film Le Chant des rêves. C'est l'un des films préférés de Ryan parce que lui et son défunt père avaient beaucoup de tristesse non résolue. Mais l'orgueil a pris le dessus et aucun d'eux n'a réussi à trouver une solution. Ryan pense que Le Chant des rêves est une histoire vraie parce qu'il est sous méthamphétamine. Et cette drogue est super effrayante. Madame Reynolds, appelez-moi Blake. Oh, je pourrais te faire perdre la tête, chien? D'accord, donc c'était vraiment bizarre. Et comme je te l'ai dit lors d'interviews précédentes, Ryan a parlé de cette relation avec son père, et c'est la raison pour laquelle il est aussi fou et contrôlant. Il a expliqué que ça a fait de lui un maniaque du contrôle parce que son père criait ou autre. Il semble très clair que si c'est le cas, Ryan est en train de devenir peut-être un peu comme son père en adoptant certains de ses traits. Mais ce message est arrivé dans ma boîte et il concerne son premier professeur de théâtre quand il avait 13 ans. Et je pense que c'est intéressant à partager. Et encore une fois, il s'agit d'une personne bien plus âgée. Je pense que c'est pertinent parce qu'il y a deux types de personnes qui disent toujours la vérité. Les personnes âgées et les tout-petits. Ils arrivent juste à un stade où ils disent constamment la vérité sur tout et ils se moquent complètement de ce que les autres peuvent en penser ou en dire. Donc, cette personne a écrit ceci. Évidemment, je ne vais pas donner le nom de cette personne parce que j'ai peur que Ryan Reynolds s'en prenne à lui. Le message vient de l'Alberta, au Canada. Il a dit que cela pouvait sembler étrange. J'ai été son premier professeur de théâtre. C'est vrai. Été 1989, il avait 12 ans. Ses parents étaient partis en vacances. Donc, ses grands-parents, chez qui il était resté, l'ont eu pendant 3 semaines, si je me souviens bien. Au bout d'une semaine, ils l'ont inscrit à mes cours, essentiellement, comme je l'ai découvert, parce qu'ils avaient besoin d'une pause avec lui. Après les 3 premiers jours, j'en avais déjà assez. Les autres enfants en avaient assez aussi, et leurs parents se plaignaient parce que tout tournait autour de lui. Égocentrique, bruyant, sournois, insupportable, narcissique, méchant et malhonnête. J'ai dit à ses grands-parents qu'ils devaient respecter les règles, sinon je le mettrais dehors et je leur rembourserais l'inscription. Le lendemain, rebelote. Alors je l'ai renvoyé. 2 jours passés chez les grands-parents, ils m'ont supplié de le reprendre. Alors j'ai dit que ce serait à certaines conditions. J'ai rédigé un soi-disant contrat qui reprenait essentiellement les attentes initiales, mais en ajoutant certains comportements que j'avais remarqués et qui devaient être corrigés. Et il devait écrire une lettre d'excuse à la classe et soit la lire devant la classe, soit la prendre par cœur et la présenter comme un texte à réciter. Et si les autres élèves disaient non, alors ce serait non. Mais j'avais le dernier mot. Je travaille avec des enfants dans le domaine de la santé mentale. Je le fais depuis des décennies. Ce n'était rien de nouveau pour moi. Donc, il est revenu. Les enfants étaient un peu choqués, mais il était en période d'essai. Et puis, on lui a demandé, « Ryan, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux autres élèves ici? » « Oui, si je peux. » Il s'est levé, un public de plus de 15 enfants. Feuille à la main. Il a jeté un coup d'œil à la feuille, a commencé à la lire, puis a bégayé, s'est éclairci la gorge, a avalé, puis a commencé sans la feuille. Des larmes ont commencé à lui monter aux yeux. Je suis tellement désolée d'avoir respiration saccadée.
J'ai égoïstement volé du temps à vous tous alors que Monsieur David essayait de nous apprendre à tous l'art de jouer et j'ai tout ramené à moi. Et je veux juste dire que je ferai de mon mieux pour écouter et que j'essaierai vraiment de ne pas interrompre, larmes aux yeux maintenant. C'est juste que personne ne m'écoute, vraiment. Alors, reniflement, je vais essayer de faire de mon mieux pour m'améliorer. Désolée, je pleure complètement. Les enfants se sont levés pour aller lui faire un câlin, etc. Est-ce qu'il peut revenir dans notre classe, s'il vous plaît? Alors j'ai dit oui. Quelques minutes plus tard, il passe près de moi et murmure à voix basse. Je jouais la comédie. C'est vraiment effrayant. Je ne sais pas, alors je l'ai arrêté avant qu'il ne s'éloigne et j'ai chuchoté, je sais. Je suppose qu'il avait appris quelque chose, mais il y avait une part de lui. Je ne lui ferais pas confiance. Je ne savais pas si c'était méchanceté, insécurité, peur, psychopathie, arrogance ou juste un sociopathe. Mais il avait 12 ans. Il n'a jamais dit avoir pris un cours de théâtre. Il avait eu 13 ans en octobre. Il avait ce petit quelque chose en plus. Je crois que j'ai encore sa première photo de casting dans une boîte avec celle d'une centaine d'autres enfants que j'ai enseignés. Je sentais juste que je devais partager ça. Je ne sais pas. Celle-là, pour une raison quelconque, pour moi d'abord, met en avant le fait qu'il y a des problèmes dans son passé ou autre, ce qu'il a admis dans ses sketchs étranges. Mais l'autre chose, c'était juste sa capacité à changer d'attitude instantanément et d'avoir un professeur ayant une expérience en santé mentale, ce que j'ai pu confirmer, qui croyait qu'il y avait une sorte de pathologie derrière cela et qu'il avait ça depuis très longtemps. Assez intéressant pour être partagé, bizarre, et j'ai juste l'impression que c'est glauque de pleurer devant la classe, puis de se tourner vers le professeur et de dire « Je jouais la comédie ». Tout ce que vous venez de voir n'était pas réel. Ça donne juste l'impression d'un tueur en série déguisé en acteur. Je ne dis pas que Ryan est un tueur en série. Je dis juste que s'il n'était pas acteur, où serait Ryan? C'est tout ce que je dis. Bref, c'est assez à ce sujet. Aussi, nous avons A Simple Favor qui va bientôt sortir. C'est la suite A Simple Favor 2 avec Anna Kendrick. Il y en a plein. J'écris là-dessus, tu sais, dans les commentaires, les gens sont furieux que ce projet avance. Pauvre Anna Kendrick, elle n'a rien à voir avec tout ça. Mais ce sera intéressant de voir ce qui va se passer avec ce film quand il sortira. Je vais lire et juste avant de passer à vos commentaires et à vos questions, je vais parler d'un autre de nos sponsors. Et ce sponsor, c'est Pure Talk, parce que ce pays a été fondé sur la liberté face à un pays qui nous forçait à acheter du thé hors de prix, puis a essayé de nous bloquer quand on a jeté leur thé dans l'océan. Comment ça s'est terminé? Eh bien, je vais vous dire, j'ai épousé un Anglais et maintenant je bois du thé tous les soirs, donc je ne suis pas sûre de savoir comment ça s'est terminé. Mais bref, il est temps pour vous de vous débarrasser de votre contrat sans fil hors de prix et vous n'avez pas besoin de payer 100 $ par mois pour obtenir un téléphone gratuit. Pure Talk, qui est mon opérateur mobile, dit non au prix gonflé. Avec un forfait éligible, vous pouvez choisir un iPhone 14 ou un Samsung Galaxy pour 0 $. Et oui, il s'agit d'un service premium sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Vous pouvez obtenir votre iPhone 14 ou votre Samsung Galaxy pour 0 $ avec le forfait éligible en allant sur puretalk.com/Owens. Vous pouvez changer d'opérateur en 10 minutes à peine. Aucune complication, aucune arnaque, juste un service mobile honnête à un prix juste. Vous pouvez donc visiter puretalk.com/Owens pour réclamer votre nouvel iPhone ou votre Galaxy avec un achat éligible chez Pure Talk, l'opérateur mobile américain. puretalk.com/Owens pour plus de détails. Très bien, les amis, je vous rappelle rapidement pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits. Sur CandiceOwens.com pour notre contenu exclusif que l'épisode 11 va sortir. C'est un coup dans le noir? Les avantages et les inconvénients d'être déclenché, c'est un sujet dont nous devrions vraiment parler, car il y a des avantages et des inconvénients à être déclenché. Et je pense que j'y parle un peu de mon histoire d'accouchement. Certaines personnes me posèrent des questions du type « Candice, je me souviens que lorsque tu étais au Daily Wire, il y avait là-bas peut-être des épisodes qui ne sont pas encore sur le site. » Je crois qu'ils demandaient à propos du ROGAM. Oui, vous avez raison. Nous les publions selon un calendrier toutes les 2 semaines avant que je tourne la prochaine saison. Et puis, nous avons la série sur la contraception qui n'a jamais été diffusée. Donc, tout cela va sortir. Ne vous inquiétez pas. Nous abordons tout, chaque injection possible qu'on pourrait vous proposer pendant votre grossesse, les vaccins qu'on pourrait proposer à la naissance de vos enfants et jusqu'à l'école. Donc, tout sera là. Je vous le promets, vous pouvez aller sur CandiceOwens.com et vous inscrire.
Et cela en vaut vraiment la peine. Aussi, nous avons eu notre première réunion du club de lecture hier et c'était incroyable. 1067 d'entre vous ont rejoint sur Candice. Et c'était tout simplement incroyable de savoir que j'ai une petite tribu de personnes avec qui je peux parler de théorie du complot. C'était très amusant. Si vous souhaitez rejoindre notre club de lecture, nous lisons actuellement Chaos. C'était juste une première réunion d'introduction. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose, à part moi qui étais ravie d'être là et qui parlait simplement de ce moment et de l'endroit, de ce qui se passait en Amérique au moment où ces meurtres de Manson ont eu lieu et comment ce livre m'a plongé dans une nouvelle réalité. Alors, ne manquez pas l'occasion de rejoindre le club de lecture. Rendez-vous sur Candice. Voyons ce que vous dites. Christ dit, « S'il te plaît, profite de tous tes nouveaux abonnés, Candice, et repartage le sujet Balenciaga ou remets-le en avant ou attire l'attention dessus, n'importe quoi. Il y en a tellement qui ne sont pas au courant de la perversité de cette marque. Tellement d'amour pour tout ton travail acharné. Écoute, ma belle, je capitalise déjà Oublie Balenciaga, tout Paris en ce moment dans notre série Becoming Bridget, qui inclut justement ces marques. LVMH, on en a déjà parlé. Je ne suis pas encore arrivée à Yves Saint Laurent. Et c'est fou quand on découvre ce qui se passe avec ces marques. Ce n'était pas seulement Balenciaga, et j'aurais dû garder ça. T'as raison, j'aurais dû le mettre en avant dans mon reel. Mais il y a tellement plus à dire. Et si vous n'êtes pas encore investi dans la série Brigitte Macron, vous devriez l'être. C'est vraiment incroyable. Je déteste dire ça de mon propre travail, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment captivée. Et en fait, ce n'est même pas vraiment mon propre travail. C'est un peu ça le but. Vous savez, je ne fais que présenter le travail de Xavier Poussard, mais tout est lié. Je vous raconte tout ça et je suis simplement choquée par le niveau de tromperie qu'un gouvernement peut exercer sur son peuple, ce qui rejoint le thème de notre club de lecture. Cela nous réveille tous d'une manière qui, je pense, nous rassemble. C'est vraiment important. Max écrit « Il est plus de 8 heures du matin ». Jeudi, maintenant, mes matins et mes jours de semaine, c'est Michael Knowles, Matt Walsh, puis Candice. Juste pour que tu saches, je suis bien meilleure que Michael Knowles. Et quand tu iras là-bas, dis-lui que c'est moi qui l'ai dit. Je plaisante, sûr. C'est que de l'amour. Michael Knowles est le parrain de mon enfant. C'est un peu, tu vois, le gang catholique. J'adore Matt Walsh. J'adore sa famille. J'adore Michael Knowles. Il écrit « J'ai hâte que tu viennes en Australie. » Nous avons un vide dans la pensée conservatrice depuis que Tucker est venu l'année dernière. Oui, l'année dernière. Je pense que tu essaies de dire que Dieu te bénisse. J'ai hâte d'y être aussi. Et ce sera vraiment quelque chose d'important si nous gagnons devant la Cour suprême d'Australie, la Haute Cour d'Australie. Yuka écrit « Que Dieu te bénisse depuis le Japon. Je viens de visiter Tokyo. » Plutôt l'année dernière. C'était en octobre de l'année dernière. Elle écrit « Appréciant tout ce que vous faites pour dénoncer la vérité et la corruption du monde. Tokyo est un endroit merveilleux. J'ai passé un très bon moment à Tokyo. Certainement un voyage mémorable que j'avais envie de faire toute ma vie. » Becca écrit « Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Cela me divertit toujours pendant la sieste de ma fille. Journalisme de haut niveau. Merci Becca. » Irma de Santiago écrit « Merci de soutenir Justin. S'il vous plaît, faites la promotion de la sortie de son film. Sa coupe mérite d'être vue. Il ne l'a pas sorti, donc je ne peux pas en faire la promotion. Mais j'ai fait la promotion de tout le reste de ce que Wayfarer a en préparation, en particulier le Je pense que c'est moi, Eleanor la Grande, avec Scarlett Johansson. J'ai l'intention d'aller voir ce film, mais à part ça, je ne vois pas ce que je pourrais promouvoir d'autre venant de lui, à part la justice pour Justin Baldoni. Tania écrit « Que Dieu te bénisse, Candice, pour dire la vérité sur Gaza et pour être une bonne personne. Merci beaucoup. » Oui, j'utilise ma plateforme pour m'exprimer sur ce qui se passe à Gaza parce que je ne suis pas d'accord avec ce que fait notre gouvernement. La façon dont notre gouvernement s'est impliqué dans cette affaire, à gauche comme à droite, a été trompeuse envers le peuple. Et on nous ment dans les médias traditionnels sur ce que les Gazaouis ont vécu et continuent de vivre depuis très longtemps. Caroline York écrit « Gaza est-elle la plus grande transaction de tous les temps? Ces catastrophes climatiques sont-elles liées aux villes intelligentes, à plus de contrôle? J'adore Mélania. C'est la meilleure. Merci Candice pour tout. Le Christ est roi? Oui. Traiter des êtres humains comme de l'immobilier. Je crois que tout cela faisait partie du plan, y compris le 7 octobre, compte tenu des commentaires qui ont été faits. On peut revenir en arrière et regarder Bibi Netanyahou avant même que le 7 octobre n'ait eu lieu, dire qu'il faut infliger une douleur si extrême aux Palestiniens qu'ils ne voudront plus revenir. Et l'entendre dire ce genre de choses et dire « Coupez les caméras » vous fait comprendre que tout ce que nous regardons en ce moment n'est qu'un spectacle. Et cela a toujours été l'intention finale, je pense, de simplement nettoyer ethniquement la région. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Réalité écrit « C'est fou ». Merci Reine Candice. Nous avons littéralement quitté le cirque et sommes entrés dans le zoo. Au moins au cirque, les animaux sont dressés.
Aussi, est-ce que le dragon de Khaleesi l'a tué à la fin? Tu sais, ça ne s'est pas bien terminé. En fait, c'est son amant qui l'a tué à la fin. Et ça, je ne le souhaite pas pour elle. En fait, on ne devrait même pas penser à ça parce que Ryan Reynolds me rend très nerveuse. Il me rend très nerveuse. Je ne peux pas l'expliquer. Ryan Reynolds et son comportement tout au long de tout ça me mettent mal à l'aise. Voir et lire ces messages. C'est comme être un peu trop près du feu des célébrités. Au fait, prédiction, Taylor Swift va maintenant disparaître. Elle va disparaître. Et j'espère que Brian Friedman va l'appeler parce que je vous dis qu'elle a été plus impliquée qu'elle ne le laisse entendre. Elle n'est pas innocente dans cette histoire. Je lis juste entre les lignes. Et je pense qu'elle les a beaucoup aidés. Et si elle est assignée à comparaître, cela va être très problématique pour elle et pour sa marque. Bref, les amis, c'est tout. On se retrouve demain. Nous allons reprendre la série Devenir Brigitte. Il n'est pas trop tard pour commencer cette série. Je vous le dis, c'est extrêmement captivant. Vous allez adorer. Aussi, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez désormais acheter Make Him a Sandwich, mon deuxième livre. C'est super excitant. Il vous suffit d'aller sur CandiceOwens.com et vous bénéficierez d'une réduction si vous l'achetez maintenant pendant la prévente. Il vaut mieux l'acheter maintenant tant qu'il est moins cher plutôt qu'au prix fort, non? Je suis tout à fait d'accord. Très bien, les amis, à demain.